Voilà, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous faire cette conférence. En fait, on m'a demandé ici de faire un lien avec l'histoire fribourgeoise, donc c'est le point de vue d'un historien et pas d'un historien de la photo que je vais vous donner ici, et d'où ma question comme introduction, comment la photographie peut-elle être utile aux historiens ? Et c'est vrai, je rebondis sur ce que Claude Hauser a dit au début. On a plus l'habitude, comme historien, de travailler sur des sources écrites. On est habitué des vieux registres ou des journaux ou des archives de l'administration. Mais et souvent, à la fin d'une recherche, on va vite chercher une photographie, un peu une photo pour faire joli, et puis ou pour dynamiser un article. Mais en fait, on néglige d'utiliser la photographie comme source. On est souvent d'ailleurs peu outillé pour l'aborder, et je pense que cette importante recherche qu'on lance aujourd'hui va aider aussi les historiens dans leurs ensembles pour mieux aborder la photographie. Donc mon idée, c'était de lier concrètement cette histoire de la photographie à l'histoire fribourgeoise, donc de trouver quelques pistes, comment cette histoire permettra de mieux utiliser la photographie comme matériau finalement de première main. Et je vous propose 3 exemples concrets avec des thèmes liés à notre région. J'espère qu'on verra les photos parce que c'est un peu basé sur les images, donc on espère qu'il ne fait pas trop de soleil. Voilà. Ma première idée... Donc mon premier point, c'est la mise en scène religieuse, et c'est vrai que c'était mon idée de vous montrer comment l'utilisation de la photographie dans le contexte religieux a été vraiment primordiale et dans la valorisation de cette mise en scène religieuse. La religion catholique aime à se montrer, aime un peu le grandiose, à se mettre en scène. Et bien sûr, notre canton éminemment catholique, historiquement très marqué par le catholicisme, est bien placé pour le montrer et montrer que c'est pas seulement une question de religion, bien sûr, c'est une question sociale et culturelle également. Donc c'est toute la société qui est mise en scène à travers des moments particuliers. Et la photographie, là, joue un rôle dans les grands rassemblements, et le plus emblématique, vous le devinez, c'est bien sûr la fête Dieu. La photographie va encore mieux aider cette mise en scène, et elle nous aide aussi mieux aujourd'hui à comprendre, à l'appréhender, à comprendre son fonctionnement. Par exemple, le cortège de la fête Dieu à Fribourg, voilà, ça fonctionne, oui, juste le soleil, mais c'est quelque chose qui est très organisé. On peut trouver par exemple, lors de la procession de la fête Dieu dans les journaux, donc on a des sources écrites, mais c'est vrai que la photographie permet de mieux comprendre cette mise en espace, cet ordre, cette dimension spatiale de la fête Dieu. Ici, je vous ai montré 2 groupes qui défilent. On pourrait imaginer que c'est la même année. Là, il y a 6 ans d'écart entre les deux. Rien n'est laissé au hasard. Et sur Internet, simplement sur Internet, on trouve déjà 500 photos, mais j'imagine que le fonds Müller-Hauser, sur ces 800 000, on a un certain nombre de la fête Dieu, parce que c'est vraiment une tradition de faire ces photos. Et le photographe est à la bonne place, à la route des Alpes, d'où est prise cette photo, avec bien sûr la cathédrale au fond, c'est aussi très emblématique, rien n'est laissé au hasard. On le voit même sur une photo, celle-ci, sur son échelle, vous le voyez, en train de photographier. Et donc, j'imagine que pour chaque année, dans le fond, il y a des centaines de photos de cette fête Dieu. Ce qu'on voit aussi au travers de la photographie pour cet événement, c'est la mise en scène sociale de l'événement. Ici, je vous montre c'est vraiment pas bon, je suis désolée. Vous reconnaissez peut-être au moins les cornettes des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui montrent cette importance. Voilà, les enfants, vous les voyez pas tellement, mais on voit certains sont déguisés, c'est des costumes, c'est une fête costumée, pratiquement. On a des petits enfants en garde suisse, et on voit cette représentation théâtrale de la fête Dieu. Et on peut le voir aussi à travers les âges, parce que je vous montre une autre photo ici de 1910, 1919, du fond
aussi de la BCU, et où on reconnaît, mais vous le reconnaissez pas tellement, mais les mêmes habits, hein, finalement. Elle recousait évidemment pas chaque année des habits, ils étaient juste raccommodés si nécessaire. Et donc, on a aussi la possibilité de voir cette sorte de permanence, hein, évolution, mais permanence en même temps, en parcourant les photos. Donc, l'importance de la mise en scène, aussi d'un moment social. Ici, vous voyez la hiérarchisation sociale qui est présente au travers de la photo. Ici, on est devant l'Albertinum et on comprend aussi comment l'espace urbain est appréhendé dans ces moments-là. Si Mühlhäuser fait autant de photos, c'est qu'il y a un but économique, hein. Ensuite, on peut aller acheter les photos de son enfant. À l'époque, les photos étaient mises dans les vitrines de la librairie papeterie Dreyer à la rue de Lausanne, et ça provoquait des attroupements dans les semaines qui suivaient. Donc, on allait voir les photos de son propre enfant, mais aussi des autres, hein, pour voir si tout le monde se comportait bien, évidemment. Donc, il y a aussi un aspect social là autour, et on a aussi énormément de photos de ce type-là, hein. Lorsqu'on va chez le photographe, c'est les photos qui restent. Ici, une photo du musée gruyérien, et puis l'autre, une photo que j'ai trouvée dans des fonds privés. C'est aussi un moment important, hein, la photo souvenir, en fait, de la première communion ou de la fête Dieu, hein, puisque les premiers communions défilent à la fête Dieu en habit. Là, c'est la photo autour de la fête Dieu à Fribourg, qui est très documentée, mais il ne faut pas oublier que c'est un moment important aussi dans les villages, et que l'on voit aussi ici une dimension spatiale différente, mais aussi une sacralisation du paysage qui se transmet vraiment au travers de la photo, donc une intégration du fait religieux dans le paysage également autour de la fête Dieu. Ici, une photo, vous voyez, dont la source est notrehistoire.ch, qui est ce site où on partage les photos. On en trouve aussi dans des sources personnelles, et c'est vraiment traditionnel d'aller se prendre en photo, comme je vous l'ai dit, devant les reposoirs. D'autres thèmes de cette mise en scène religieuse sont habituels, hein. On pourrait les retrouver, je vous ai montré la fête Dieu, bien sûr, les premières communions, les confirmations, les premières messes, les bénédictions d'une nouvelle église, les cérémonies pour les médailles benemerenti, les messes pour un nouvel évêque, les pèlerinages. Tout cela a été photographié, est encore photographié, et montre un aspect, effectivement, de la vie fribourgeoise assez important. Je vous propose mon deuxième thème, c'est une histoire de l'habillement. Vous allez me dire, qui n'est pas vraiment fribourgeois, mais c'est vrai que l'habillement, l'histoire de l'habillement, la photo se prête particulièrement bien à voir comment les gens étaient habillés. Évidemment, il faut se rappeler qu'on va chez le photographe en mettant ses plus beaux habits, hein, et si le photographe vient, même dans les chalets d'alpage, comme on le voit dans les photos du Fonds Morel, c'est une mise en scène où on met aussi les beaux habits. Mais ici, j'aimerais vous montrer un autre aspect pour rester fribourgeois, et c'est l'histoire du Tzakillon. Vous connaissez peut-être le Tzakillon, si vous êtes fribourgeois, vous le connaissez, mais pour les autres, c'est le costume traditionnel de la Gruyère. Et là, je voulais vous montrer un autre aspect. J'en ai fait l'histoire il y a quelques années pour les cahiers du musée gruyérien sur la mode qui sont sortis en 2013. Et la photographie, c'est pour vous montrer comment la photographie peut aider l'historien par un exemple vraiment concret. C'est vrai que ce costume du Tzakillon, on avait très peu d'éléments là autour. Moi, comme la plupart des fribourgeois, et encore aujourd'hui on l'entend, mais j'étais sûre que c'était le costume d'autrefois pour aller travailler dans les campagnes. Bon, quand on le regarde un peu, on voit que c'est absolument pas pratique. Déjà, il faut avoir des bas blancs et puis des souliers vernis. Donc, en réfléchissant un peu, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre là derrière. Mais c'est bien sûr l'idée qu'on a voulu transmettre, hein, de ce costume national, comme on l'appelle, hein, même s'il est différent dans chaque région. Alors bien sûr, le contexte, il est assez précis, hein. On est au 19e siècle, dans les mouvements nationaux qui se développent, hein, la peur de perdre une société qui disparaît avec cette société industrielle et urbaine qui arrive et qui uniformise un peu tout. Donc on a
l'impression que ces costumes, ces habits anciens, ils sont un trait de notre passé qu'on peut garder. Et il y a un vaste mouvement associatif autour des costumes et coutumes qui va se développer à ce moment-là. Mais ces costumes sont d'abord portés comme des costumes de théâtre, dans des grandes reconstitutions historiques, dans des fêtes, des cortèges. On met le costume ancien. Et le moment le plus emblématique, vous le voyez ici sur cette photo, c'est lors de l'inauguration du Musée national à Zurich en 1898, où on demande à chaque canton de venir se représenter en costume. Et là, vous avez une photo du groupe fribourgeois. Donc Fribourg, qui reste encore un canton rural, se prête bien à cette mise en scène avec des costumes. Mais si on regarde d'un peu plus près, mais là vous voyez rien, mais on n'a pas le tzakillon sur cette photo, mais on a des habits un peu retrouvés comme ça. La même chose sur voilà, il faudrait que le soleil disparaisse un peu, puis vous y verrez quelque chose, mais cette photo ancienne aussi du chœur La Cecilia, qui est le premier groupe de femmes en costume à Bulle, qui se met justement voilà, en costume, mais je suis désolée, mais ce costume n'est pas non plus le tzakillon. En fait, on le sait, elles sont allées chercher les vieux habits quand même du dimanche, les habits de fête ou du dimanche de leur mère, leur grand-mère, des habits de soie assez beaux, et elles les ont mis. Ce costume est encore peu codifié. On a le souci d'un groupe constitué quand même, mais c'est pas encore codifié comme le sera ensuite ces costumes dits nationaux. Et puis, fait intéressant aussi, on est à Bulle, c'est une petite bourgade, mais c'est pas la campagne. Donc, les femmes de Bulle ne mettraient jamais un habit qui représente des paysannes, parce que c'est une petite cité commerçante et il faut faire quand même le rapport, la différence avec la campagne. Et donc, on doit effectivement trouver un costume qui accompagne le costume des hommes, qui est le bredzon, qui lui est attesté de manière plus ancienne, aussi de manière pas du tout codifiée encore, mais il faut trouver un costume qui accompagne le bredzon, et donc on va complètement le dessiner, et finalement assez tard, parce qu'il est dessiné dans les années autour de 1927. Et c'est la Fédération des costumes et coutumes de la Gruyère qui va le dessiner, qui va demander à une des femmes de dessiner ce costume qui apparaît ainsi, vous le devinez un peu, et qui, encore une fois, n'est pas tellement codifié encore. Sur la photo où il y a les trois femmes, elles ne sont pas du tout dans le même costume absolument, mais c'est quand même une première idée. Mais par contre, on voit ici dans une photo d'ensemble des années 1930, une photo de composition bien sûr, eh bien c'est toujours pas le tzakillon. Donc il va mettre quelques années à être vraiment porté et abordé. Et puis on peut voir aussi au travers de la photo il devient codifié. On a l'impression qu'il a toujours été porté comme ça dès le moment où il est codifié, mais en fait non. Étonnamment, il suit cette mode. Et entre autres choses que l'on peut voir, c'est qu'il est porté très court dans les années 60. Voilà. C'est le début des mini-jupes. Et donc, on a cette image, on le voit un peu, ce sont des enfants, mais ici, on le voit aussi un peu. On portait le tzakillon de manière un peu plus courte. D'ailleurs, Henri Neff s'était plaint de cette mode de montrer les jambes, qui n'était pas tout à fait... Henri Neff, qui était l'ancien conservateur du musée gruyérien, mais à l'origine de ces mouvements des fêtes, des costumes et coutumes. Et il trouvait que c'était un peu dévergondé de raccourcir, et il essayait de garder une longueur de jambe qui soit, d'après ses critères, digne. Voilà un petit peu au travers de la photographie. Ici, je montre une dernière photographie sur ce thème qui est apparu dans le journal La Gruyère. C'est chez La Couturière qui, aujourd'hui, montre ce qu'est le tzakillon, comme on l'imagine aujourd'hui. Mais on voit au travers de la photographie, on comprend aussi mieux la construction d'un récit identitaire et qui évolue finalement constamment. Et c'est bien de pouvoir le montrer. Troisième thème, totalement différent aussi, c'est la vache et le taureau.
l'économie fribourgeoise est une économie qui a longtemps été basée sur l'économie agricole. Hein. Au XIXe siècle, ce qui rapporte de l'argent dans le canton de Fribourg, c'est le fromage et l'élevage. Et donc, l'élément central, c'est bien la vache et le taureau. Et on va voir qu'on peut trouver une sorte de véritable culture de la photographie des vaches ou des taureaux en Gruyère. La photo la plus intéressante dans les anciennes photos, c'est celle-ci, qui est une magnifique photo en fait qui a été faite par un photographe Adrien Tournachon dit Nadar Jeune au concours universel agricole de Paris. Donc elle est assez bien documentée, elle est au musée gruyérien. Christophe Dutoit en avait aussi fait une belle recherche autour. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est une commande du photographe qui en fait, c'est un professeur de zootechnie qui demande que l'on photographie chacune des bêtes représentatives des races. Hein, c'est pour montrer les races de vaches. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite cette photo sert à un peintre. Le but, vous le voyez un petit peu là, hein, on voit que c'est bien la même bête si on regarde les taches noires de ce taureau. Le but, c'était vraiment de faire un livre sur les races, mais le professeur de zootechnique avait demandé à des artistes de placer chacune de ces vaches dans un décor. Et finalement, je fais aussi le lien, quelqu'un l'a dit avant, hein, l'importance de la photographie utilisée d'abord avec un regard d'artiste, de peintre, qui n'a pas encore supplanté justement hein, la peinture ou pris sa propre voix. Alors on peut imaginer que c'est bien pratique parce que faire poser un taureau pendant quelques heures, c'est plus difficile et donc le fait de la photographie aide à pouvoir ensuite peindre. Mais là on voit que le but c'était de faire un livre de peinture. Le livre d'ailleurs n'a jamais abouti parce que à cause du décès de son commanditaire. Mais on a quand même quelques images et il y a une édition dernièrement de ce qu'il en reste en tout cas et c'est assez intéressant. L'utilité de la photographie en montrant ces belles bêtes, hein, c'est en fait, surtout lorsqu'on parle des taureaux, c'est de montrer la qualité de bons géniteurs des taureaux. Et donc, il y a un côté, effectivement, de montrer les belles bêtes, hein, mais c'est pour essayer d'améliorer la race hein, et de vendre ensuite ces taureaux, de leur donner une valeur marchande. Et la photographie appuie cet aspect-là également. C'est aussi intéressant pour savoir à quoi ressemblait une vache autrefois. Et c'est vrai que là, on peut avoir la peinture, mais la photographie apporte aussi un élément de plus. Vous savez sans doute hein, la disparition de la race fribourgeoise. Il y avait déjà une race fribourgeoise rouge et blanche qui a disparu déjà à la fin du XIXe siècle. Et puis la destinée de la vache fribourgeoise tachetée noire et blanche qui, elle, a disparu dans les années 1960. Donc, il y a eu un peu plus grand retentissement à cause de problèmes de consanguinité. Vous avez ici, par exemple, un panel de taureaux montrés, hein, mis en évidence pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et pour la vache fribourgeoise, hein, ces photos sont aussi intéressantes parce qu'ils nous montrent aussi à quoi elle ressemblait. Pour la race disparue, c'est intéressant, puisque pour nous, c'est une race qui n'est plus là, mais on pourrait faire le même exercice avec la vache d'airain, par exemple, qui n'est pas tout à fait la même aujourd'hui qu'il y a 100 ans également, même si dans l'imaginaire, on a l'impression que c'est la vraie vache d'autrefois. Hein. Il faut bien voir que la photographie nous aide aussi à comprendre ceci. Et puis, on peut aussi apporter un autre élément par rapport à cette vache, hein, c'est l'importance pour les familles paysannes. On photographie la plus belle vache et on la garde hein, dans ces photos. C'est celles qui ont donné le plus de lait, qui ont peut-être gagné un concours ou dont on est fier. Donc, on comprend aussi un attachement individuel, une dimension même intime hein, au travers de la photographie. Je vous montre une ou deux photos, mais voilà, que vous ne voyez pas très bien. Mais tiré de photographies privées. Ici, vous avez le taureau Diamant, qui était une star de la ferme des établissements de Marsens.
Et puis ici vous avez Rosine qui, elle, était une star de mon grand-papa maternel, et donc j'ai trouvé, qui était un petit paysan, et j'ai trouvé une quantité importante de photos de ce type-là en fouillant dans les archives, et pour dire, je n'ai pas mis ici, mais vous la voyez pas de toute façon, mais Rosine, ici présente, a servi aussi de modèle pour en faire un portrait et un tableau qui orne encore le couloir de la ferme familiale. Voilà. Et j'ai aucun portrait peint de ma famille, mais on a le portrait de Rosine chez moi. Donc, vous voyez que ça donne cette dimension aussi intime, hein, que finalement les textes donneraient moins, et la photographie nous apporte aussi cela. Et c'est toujours quelque chose de très présent, hein. Cette mise en scène, on peut la voir toujours aujourd'hui, cette mise en scène, cette appropriation et ce rapport à la vache. Je vous montre quelques photos plus modernes. Ici, oui, c'est mes 2 dernières photos. Ici, vous avez, bon voilà, c'est des dias de l'expo de Bulle, et on voit qu'il y a toujours cette mise en scène, et les paysans encore aujourd'hui qui ont une bonne vache, eh bien ils la mettent en valeur. Et donc, pour ma conclusion en 2 mots, ici c'est juste quelques pistes, hein, on pourrait en avoir une quantité d'autres, mais la photographie n'est pas à négliger. Je pense aussi que les historiens de l'art peuvent nous aider, nous les historiens, à compléter ces recherches, et donc ça montre bien l'utilité de ce projet qui débute aujourd'hui, cette meilleure possibilité d'utiliser les fonds photographiques fribourgeois, et puis peut-être aussi justement les photos personnelles, où ici je vous en ai montré plusieurs cas, où voilà, je vous remercie de votre attention. Il reste 5 minutes pour des questions, donc n'hésitez pas. J'aurais peut-être envie de signaler à tous les gens qui sont dans cette salle l'importance de chaque photo. Parce que souvent, quand on voit des gens qui ont des albums, etc., ils disent « Oh, mais ça, c'est pas intéressant, c'est notre famille au jardin, c'est un goûter, etc. » Mais vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les questions avec lesquelles des historiens peuvent débarquer, par exemple, à la BCU. Je vous donne simplement 2-3 exemples pour que vous fassiez une idée. Il y a des gens qui sont venus chez nous pour chercher des jouets d'une certaine époque, mais très précis. Alors, est-ce que vous avez des photos de gens qui font du hula-hop? Est-ce que vous avez il me faudrait une photo de quelqu'un qui joue au diabolo? Bon, ça, c'est un type de question. Ensuite, un autre débat en disant je fais un travail sur la coiffure des dames dans les années 40. Qu'est-ce que vous avez qui montre sur des photos de famille quel type de coiffure portaient les dames? Quelqu'un est venu pour chercher des pousse-pousse parce qu'il écrivait un travail sur les différents modèles de pousse-pousse depuis que ça existe jusqu'à nos jours. Un autre sur les trottinettes et les petits vélos d'enfants qui évoluent et qui changent aussi. Maintenant, il y aurait les rollers, les monorails, les patins à roulettes, enfin tout ça. Et puis une fois, quelqu'un aussi a passé en disant « Écoutez, je fais un travail sur les jardins à Fribourg dans les années 30-40 et j'aimerais savoir quel type de fleurs plantaient les gens. Est-ce qu'ils avaient des rosiers, est-ce qu'ils avaient des tulipes, ou qu'est-ce qu'ils avaient comme fleurs ?» Donc là, même les photographies de famille les plus, que les propriétaires peut-être qualifient de complètement banales et inintéressantes, trouveront un jour ou l'autre quelqu'un qui se passe un tour et qui les recherche. Merci. Merci. Moi, j'avais juste une question à l'historienne. On voit que vous nous présentez les valeurs et l'iconographie mythologique du canton. Comme historienne, quelles sont les images qui manquent? Parce que les photographes vont répondre à un marché, et puis après on va se dire, mince, ils n'ont jamais placé leur objectif sur cet angle-là. Ce qui complète, alors, oui, je voulais aussi rebondir aussi. C'est vrai, je pense que c'est la vie quotidienne. Hein. C'est vraiment des photographies de la vie de tous les jours qui manquent le plus. Typiquement, on a évoqué la fabrication du fromage. On a une quantité de photos à l'alpage, mais des photographies dans les laiteries de ce qui se passe dans les années 50, dans les années 60, 70. On a Thévo qui, heureusement, est allé faire un petit photoreportage, mais c'est tout.
C'est tout, parce que ça, on n'a pas. Alors peut-être qu'aussi dans les fonds privés, il y a peut-être un laitier qui a photographié sa famille et tout, puis qu'un jour on va le retrouver et puis on aura des photographies pour illustrer ça. Mais je trouve la vie professionnelle qui n'est pas mise en scène aussi et tout, ça, voilà, c'est vraiment, me semble-t-il, ça qui nous manque le plus. Les clichés autour de Fribourg, on en a, c'est vrai, ouais, on en a assez. Ouais, tout à fait. Juste pour rebondir sur ce point-là, pour avoir écouté un certain nombre d'ouvrages liés au patrimoine fribourgeois, j'ai été très souvent confronté au déficit d'images liées véritablement à la vie quotidienne des gens. Et confronté aussi assez régulièrement à des discussions avec l'auteur peut-être, mais du texte, avec qui on cherchait à illustrer des propos. Et souvent, on a voir dans l'album, les albums de famille de la personne concernée, qui était persuadée au départ qu'on n'a rien trouvé d'intéressant, qu'on a trouvé les quelques images qui sont utiles. Moi, je pense que ces images du quotidien existent, mais c'est vraiment la photo privée, la photo familiale, avec une attention particulière qu'il faut avoir, une sensibilisation qu'il faut poursuivre auprès de tout un chacun dans les phases de transmission de patrimoine, lors de décès, etc. Combien d'albums ont fini à la veine et continuent à finir à la veine, et cette sensibilisation est importante. Moi j'ai une question plutôt technique et de ressources qu'on peut allouer à la conservation de la photo, et ça s'adresse à Claudio Federico et à Silvia Zebra. Dans la nouvelle bibliothèque, le nouveau bâtiment de la bibliothèque, il y a certainement des installations qu'il faut, parce que c'est extrêmement exigeant de conserver la photo avec des températures très basses, des questions d'hygrométrie assez difficiles à maintenir aussi. Comment ça sera géré dans la nouvelle bibliothèque? Merci, je te laisse répondre. On aura le climat à l'extérieur aussi. Là, ce sera la température basse, le climat est, qui n'appelle pas, je ne sais pas. Et chez nous, à la centrale, là, ce sera juste des tirages papier. Là, on mettra les supports, les autres supports. Et il y aura une zone d'articulation qui va ça bien. Mais ça, c'est prévu. On n'arrive pas à descendre de. Alors, on va pas aller si bas que certains, par exemple, la cinémathèque. On a dû faire un compromis à cause des finances. C'est très prévu. Est-ce que vous pouvez traiter vous-même des problèmes comme la maladie du vinaigre, enfin ce genre de gros problèmes de conservation de la photo? Alors, on a déjà eu des cas, on travaille avec des spécialistes après ensemble, on essaie de faire le plus clair. Alors, ça, c'est au niveau suisse, après le dévorage, on a toujours besoin de soutien. Merci. Dernière intervention. Oui, je voulais ajouter ce qui est vrai pour la photographie de la vie quotidienne, qui retrace la vie quotidienne, et aussi vrai pour l'histoire des matériaux, des objets, puisque souvent les objets qu'on utilise dans la vie quotidienne, les objets, les vêtements, sont usés jusqu'au bout. Et puisqu'on conserve, c'est par exemple des vêtements, il y a des traditions vivantes, ou des moments forts, des baptêmes, des mariages, mais c'est vrai qu'on a le même problème après la reconstruction de cette vie-là. C'est juste, et puis on pourrait même ajouter les correspondances privées, par exemple, qui peut amener un plus qu'on ne trouve pas dans les archives administratives et tout. Donc c'est vrai que le champ là autour est large. Ouais. Il y a une dimension qui est aussi aléatoire. Effectivement, on est souvent étonné que tel photographe avec sa sensibilité n'ait pas photographié telle chose à tel endroit. Peut-être parfois, je connais des exemples, ils habitaient presque à côté. Il y avait un salon de coiffure, par exemple, à la place Petit-Saint-Jean, qui est resté quelques dizaines d'années, comme ça, à une époque où ce photographe exerçait. Et pourtant, il n'y a pas de photo de ce salon de coiffure des acquis. C'est trop proche, peut-être. Voilà, ouais. l'histoire. Je vous propose qu'on